Vous savez très bien. Lorsqu'on parle de la conférence de Berlin en 1885, c'est une mauvaise présentation. Il s'agit de la conférence de Berlin sur le bassin du Congo. C'est ça le vrai nom. Donc ce n'est pas la conférence de Berlin pour se répartir l'Afrique. C'est le Congo qu'on a voulu ériger en colonie internationale. Beaucoup dans la région, beaucoup dans la communauté internationale vivent avec l'idée que le Congo est une sorte de colonie internationale. Nous voulons les démentir. La Belgique est pratiquement à la base de la création de cet État. C'est une donne historique à ne pas négliger. Non. Avant la conférence de Berlin, la RDC n'existait pas en tant qu'État. Ça n'existait pas. Il y avait des tribus, il y avait des royaumes qui parsemaient le territoire, mais le territoire actuel est une création de la communauté internationale. Et c'est ça, c'est assez, il faut qu'on puisse l'accepter. Mais là n'est pas le problème. Si vous aujourd'hui, vous tirez une fierté en disant nous n'avons pas existé avant, c'est la communauté internationale qui a décidé. Elle n'a pas décidé de créer un pays. Elle a décidé de créer un espace commercial. La colonie commence en 1908, donc il y a toute la période précédente où le Congo est la propriété privée de Léopold II. Il ne me semble pas qu'il y ait une ligne octroyant à Léopold II l'autorité, c'est-à-dire que la propriété lui revenait. Il ne me semble pas qu'on ait parlé de ça. Parce que j'entends parler, oui, la propriété privée, mais non, ça n'a jamais été le cas. Ça ne pouvait pas être sa propriété privée dans la même mesure où on disposait qu'au cas où sa gestion était mauvaise par rapport au tutorat, les droits de préemption revenaient à la France. Donc il y a un problème. Comment voulez-vous arracher une propriété privée à quelqu'un pour céder à quelqu'un d'autre? En droit, ce n'est pas possible. Donc c'était pas sa propriété. Donc là aussi, il y a une fausseté absolue au plan historique qu'on doit redresser. Ça n'a jamais été sa propriété. Donc il avait pour mission de pouvoir gérer les intérêts des uns et des autres, faire la mondialisation qui devait naître, en fait, avec la RDC, c'est l'espace de commerce pour toute la planète, dont il avait juste la mission de tutorat, organiser les chemins, sans percevoir ni quoi que ce soit sur les activités internes. C'était ça la mission de Léopold II. Donc c'était ça, c'était pas donc l'autorité, la propriété privée de Léopold II. Déjà là, sur le plan du droit, il y a un souci de pouvoir qualifier exactement quel était le statut de ce pays-là en ce moment-là. Parce qu'il ne peut pas être à la fois un pays indépendant et appartenir à une personne. Donc il y a incongruité en termes d'approche. Prof, dites-moi un peu, Maître Major de la Frolin un peu, pourquoi la communauté internationale, là nous sommes à Berlin, 1885, après ces temps-là, doit-elle confier la gestion de cet espace à la dimension continentale au roi Léopold II? Le roi Léopold II, comme Maître le disait, la famille des Saxe-Cobourg est d'origine allemande. Ça, c'est la première chose. Le roi Léopold Ier avait, à la suite de 2 mariages, épousé une princesse anglaise et une princesse française. Donc, l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Oh. Et donc, lui-même était beau joueur, enfin, il dépensait beaucoup d'argent dans les casinos, dans des endroits comme ça, à Londres, à Paris et ailleurs. Bon, on pourrait parler aussi de ses mœurs, hein, parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent dans ces choses-là. Donc, à partir de là, chacun disait, cet homme, c'est mon gars. Les Allemands disent c'est notre gars. Les Anglais disent il marie avec nous. Les Français disent la même chose. Et donc finalement, on peut dire que c'était donné presque provisoirement à Léopold II. Provisoirement, en disant le moment venu, on pourrait se partager ce morceau. On a parlé de gâteau congolais. Donc l'Angleterre qui avait sa partie là, ici. Vous avez la France qui avait sa partie de l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez l'Allemagne qui avait sa partie ici et une partie là-bas. Et bon, voilà, c'est un peu toutes les puissances comme ça. Et la Belgique, qui normalement n'avait rien. La Belgique n'avait rien parce que, en réalité, ici, Léopold II, on lui avait donné que la gestion. C'est comme si, dans une boutique, dans une entreprise, on nomme un directeur. On est là au cœur du point de départ de la mondialisation, de la globalisation. La liberté du commerce et de la concurrence. Pas de taxes,
Pas rien. Donc chaque entrepreneur européen, de la nation européenne ou d'ailleurs, ou des Amériques, viendrait commercer en RDC sans problème. Je vais juste ouvrir l'espace, mettre des stations, permettre à ce que les gens viennent y faire le commerce librement. L'idée est intéressante pour les Européens, en disant, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? On y trouve du cuivre, de l'or, beaucoup de choses. Du caoutchouc. Du caoutchouc, c'est beaucoup plus tard, parce que il fallait attendre un peu la découverte des Dunlop pour que le caoutchouc soit maintenant mis en exergue. Oui. Mais avant ça, c'était d'abord l'ivoire, beaucoup d'ivoire, sur l'ivoire et l'or. Et d'autres matériaux et autres épices, hein, beaucoup d'épices. Et d'ailleurs, dans les textes, je suis un peu surpris de découvrir que on parle déjà du manioc. Et que les Congolais, notamment de cette partie de l'Équateur, consommaient déjà du manioc. Alors que, dans plusieurs textes, on nous informe que nous avons hérité du manioc venant des Amériques, c'est-à-dire des Indiens. Mais je découvre dans les textes ici que les gens consommaient déjà du manioc, ils avaient leur champ de manioc. Ce qu'on veut dans ce pays, savoir les gérants. Le premier gérant, c'était le Paul II. Il a tué les gens, il a coupé les mains, mais on ne l'a pas condamné parce qu'il avait tué. On a condamné le Paul II parce qu'il n'a pas respecté la libre entreprise, la liberté de commerce. Or, quand on a créé le Congo, c'était la liberté de commerce, et le Paul II a fait le monopole. On a ravi le Congo, on a arrivé à la Belgique. La Belgique a fait le travail des gérants jusqu'à 60. La première rupture, c'est avec le monde. Ce qui nous arrive, nous sommes victimes d'un capitalisme prédateur occidental depuis 1885. Vous qui êtes intellectuel, revoyez les paradigmes qui ont été mis en place par les penseurs européens en 1885. Là où on nous a mis dans une nasse, nous pensons que nos problèmes doivent être résolus à l'extérieur et nous acceptons que les étrangers viennent nous diriger. Donc il y a un travail à faire pour changer de paradigme, pour déconstruire tout ce que l'Occident nous a mis dans notre tête. Nous réfléchissons par procuration. Nous devons commencer à réfléchir notre société. Nous avons des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre? Mais curieusement, on est content quand les problèmes perdurent. Ça profite à qui? C'est le peuple qui souffre. Et donc, comme vous le savez, la conférence de Berlin, qui s'est tenue du 15 novembre 1884 jusqu'au 26 février 1885, a été convoquée parce que les 14 puissances occidentales de l'époque se disputaient quoi? Le Congo. C'est pourquoi la conférence de Berlin a été convoquée. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Hollande, le Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège et la Turquie. Ce sont les 14 puissances européennes qui se sont mis autour d'une table pour résoudre les problèmes Congo, qui devaient prendre les grands Congo. Donc, comme Freddy l'a dit, nous devons vraiment nous déprogrammer parce que nous avons appris à l'école que voilà, la conférence de Berlin, c'est pour diviser l'Afrique et tout ça. Non, c'était pour résoudre les problèmes Grand Congo. Qui prendrait le Congo? Un ami me signale. Ok, d'accord, merci. Et donc, vous pouvez à ce sujet consulter les ouvrages de Colin Legum, un panafricaniste qui a écrit un livre intitulé Congo Disaster, publié en 1961. Donc, quelle était la solution? La solution, c'est laisser le Congo comme une zone libre d'échange au profit de ces 4 puissances sous la supervision de Léopold II, le roi des Belges, au même titre que la Belgique, que se disputaient la Hollande, la France et la Grande-Bretagne. Donc, c'était une copie de la même situation que vivait la Belgique. Parce que la Grande-Bretagne, la Hollande et puis la France se disputaient la Belgique. Et ils ont dit, bon, laissons la Belgique comme une zone libre. Chaque puissance peut aller là se servir. C'est pourquoi Bruxelles maintenant est la capitale de l'Union africaine. Et donc, de l'Union européenne, excusez-moi, merci beaucoup. De l'Union européenne. Et voilà, c'est cette solution qu'ils ont transposée au Congo. C'est ça ce que j'ai découvert. Mais alors, je n'ai pas assez de temps pour aller en détail. Si nous revenons ici à nos jours, c'est pourquoi la guerre d'Isir
de 98 a été qualifié de produit de la deuxième conférence de Berlin. En effet, les coltans congolais profitaient à toutes les puissances occidentales dont les multinationales se sont installées à l'est du Congo, y compris plus de 300 compagnies américaines qui sont présentes là à l'est du Congo, même aujourd'hui, installées au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Voilà. Mais alors, pourquoi les États-Unis réclament-ils un certain droit d'ingérence à la République démocratique du Congo? Pourquoi? Paraphrasant Stalin, qui a dit que sans le Congo, sans les chemins de fer, le Congo ne vaut impuni. Nous pouvons paraphraser Stanley en disant que sans les capitaux américains, le Congo ne vaut pas une colonie. Pourquoi? Parce que sans les capitaux américains, Léopold II ne pouvait pas avoir fondé une colonie ici. Il est allé aux États-Unis emprunter l'argent de Rockefeller, Morgan. Vous connaissez ces banques qui sont encore opérationnelles au Congo. Et où sont les capitaux? D'où sont venus les capitaux de Morgan, de Rockefeller? De la traite des esclaves. Et donc vous voyez, nous sommes kidnappés. Notre labeur aux États-Unis, aux Amériques, produit les capitaux pour les Occidentaux. Et puis ils reviennent investir dans une colonie qu'on appelle le Congo. Voilà. Alors, me dire que les États-Unis n'ont jamais eu des colonies en Afrique, ça c'est faux. Parce que le Congo était en quelque sorte une colonie indirecte des États-Unis. Parce que sans les capitaux américains, il n'y aurait pas une colonie qu'on appelle la République démocratique du Congo. Vous pouvez lire à cet effet l'ouvrage de Adam Hochschild, King Leopold's Ghost, c'est-à-dire les fantômes du roi Léopold II. Et je passe parce que je n'ai pas assez de temps. Donc, oui, voilà, ok, d'accord. Oui. Alors, le président américain de l'époque, Chester Arthur, a soutenu ces projets, des projets coloniaux de Léopold II au Congo, non seulement pour trouver un nouveau débouché pour les investissements américains. Vous savez, à cette époque-là, l'American Congo Company a été établie à cet effet, mais aussi pour y ramener les Noirs américains au Congo à l'instar du Libéria. Donc, les Américains voulaient faire d'une pierre deux coups. Faire revenir les Noirs, les anciens esclaves, ici comme ils ont fait au Libéria, et puis exploiter les richesses de ces pays. Voilà l'intérêt des Américains à la conférence de Berlin. Alors, à la conférence de Berlin, John Kasson, alors ambassadeur américain à Berlin, s'est félicité du fait que c'était un citoyen américain. À vrai dire, un Britannique naturalisé américain, en la personne de Morton Stanley, qui a exploré le Congo pour justifier les droits d'ingérence américains au Congo. Et les historiens congolais comme Isidore Ndaiwel, Eli Kiambokolo et Georges Nzongo là, ont suffisamment évoqué ces faits dans leurs ouvrages. Mais je voudrais particulièrement attirer votre attention sur le livre du professeur Kabasu Baba Katulondi. Voilà. Voilà. Publié à cet effet dans le cadre de la New US Congo Project en 2013 et intitulé The Making of the Congo State in the US, a Forgotten Story. La fondation de l'État indépendant du Congo aux États-Unis, une histoire oubliée. C'est un livre de référence sur l'histoire des relations États-Unis-RDC. Mais j'ai eu l'impression qu'il véhicule une certaine nostalgie coloniale, chère à beaucoup de Congolais qui ne cessent de se lamenter que le Congo a eu la malédiction d'être colonisé par la Belgique. Et si seulement si le Congo a été colonisé par les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France ou l'Allemagne, notre destin serait autrement. À mon avis, aucun esclavage, aucune exploitation n'est moindre mal par rapport à un autre. Et merci. Et les anciennes colonies françaises et britanniques en Afrique sont-ils devenus des paradis par rapport au Congo de Léopold II? Vois-moi la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc, comme Freddy l'a dit, déprogrammons-nous. Déprogrammons-nous. C'est quoi cette manière de penser et prenons-nous en charge.
tous les ismes, à mon avis, ont échoué au Congo et en Afrique, à commencer par le christianisme, le colonialisme, la Banque mondiale, les FMI, les ONG, tous ces mécanismes qu'on a mis sur place ici pour nous garder toujours à la quai de l'histoire ont échoué au Congo. Nous sommes seuls maintenant, l'homme noir, vous êtes seuls. Nous sommes seuls, personne ne s'occupe de nous, ni les missionnaires, ni les gens du FMI, ni la MONUSCO, nous sommes seuls. Mettez-vous en tête que nous sommes seuls. Nous sommes seuls face à notre destin et nous devons la prendre en main. Comme Mouzei Kabila l'a dit et Freddy l'a déjà cité, prenons-nous en charge. Et alors, nous ne sommes donc pas surpris qu'un groupe de policiers congolais récemment ait prié et supplié à genoux même le président Obama de leur envoyer un nouvel émissaire pour remplacer Ruth Feingold. Mais Ruth Feingold, vous connaissez, vous savez ce qu'il a dit. Il a estimé, sur les ondes de la RFI, que la solution pour la RDC, c'est sa partition. C'est le changement de ses frontières. Alors, qu'est-ce qui prouve que le nouvel émissaire américain ne lui emboîtera pas les pas? Alors moi, je conclus que voilà comment certains Congolais se font avocats de la balkanisation de leur propre pays. Parce qu'ils prient l'exploiteur de venir, de lui envoyer encore d'autres nouveaux émissaires, mais avec le même agenda. Déprogrammons-nous, Freddy a raison, déprogrammons-nous. Voilà. Et alors, dans ma recherche, j'ai épinglé 4 grandes politiques adoptées par les États-Unis sur la RDC depuis le début de la fin de la guerre froide jusqu'à nos jours. Et les 4 épisodes de guerre en RDC causés par ces 4 grandes politiques américaines sur la RDC. Alors, cette introduction suffit de justifier pourquoi les États-Unis réclament un certain droit d'ingérence aujourd'hui en RDC, notamment les 4 grandes politiques américaines dont je vais citer tout de suite là. Il s'agit, 1, de la politique sur le cobalt, adoptée en 1982. C'est pourquoi Mouzei Kabila, avec raison, avait déclaré « Qui refuse d'acheter le cobalt congolais ?» Qui? Les États-Unis ont adopté une loi de garder la mainmise sur le cobalt congolais et de ne jamais permettre à un autre concurrent, Chine soit-elle, de venir interférer là-bas. Cette loi a été adoptée en 1982. Et vous savez, Mobutu a régné ici pendant 32 ans. Il a gratuitement livré le cobalt aux Américains, à tel point que les réserves qu'il a données aux Américains se sont épuisées en 1997, ironiquement l'année où il a été renversé. Voilà. Et c'est ce parce que Mouzei Kabila a dit non, il ne voulait pas être un autre Mobutu, il était en problème. Et donc la loi sur le cobalt, sans le cobalt congolais, il n'y a pas de moteur d'avion, il n'y a pas de véhicule spatial, il y a quelqu'un qui a parlé de l'industrie militaire américaine ici. Ça dépend du coltan, du cobalt congolais. Donc ça, les minéraux congolais, il n'y a pas une superpuissance qu'on appelle les États-Unis. C'est pourquoi ils doivent venir prendre ça gratuitement par tous les moyens nécessaires, y compris les guerres d'Isir. La deuxième politique, c'est quoi? C'est le plan Bechtel rejeté par Mouzei Kabila. Bechtel, c'est la plus puissante multinationale américaine. Quand Mouzei Kabila est venu ici, Bechtel a apporté un plan de soi-disant reconstruction du Congo que Bechtel a mis sur la table de Mouzei. Dit, nous allons exploiter les potentialités agricoles de la RDC, les minéraux, les infrastructures, tout ça. Et Mouzei Kabila leur a dit, vous voulez que moi, je livre tous les Congos à une seule compagnie américaine? Ça, c'est impossible. Ça, je ne vais pas le faire. Si Mouzei Kabila acceptait le plan Bechtel, il serait vivant aujourd'hui. Voilà, ça, c'est la deuxième politique. La troisième politique, c'est la loi Obama. J'ai oublié de dire que la première politique, la loi sur le cobalt, a conduit à la guerre de Kolwezi. Parce que quand les rebelles ont attaqué Kolwezi, et puis
les Maroc, la Belgique, les États-Unis, la France ont intervenu militairement. Pourquoi ils osent même entrer dans notre arrière-cour et perturber la livraison du cobalt? Ça, c'était la guerre qui a coïncidé à la politique du cobalt. La guerre qui a coïncidé au plan Becter, c'est la guerre de 98. Parce que Moussa Kabila a refusé ça. La troisième politique, c'est la loi Obama. La seule loi que Obama a promulguée, je ne dis pas promulguée, mais a proposé quand il était sénateur, c'est cette loi qui s'appelle loi sur l'intervention humanitaire au Congo, Obama. Et Hillary Clinton a soutenu ça. J'ai toujours dit, j'ai ironisé que sans le Congo, Obama ne serait pas président aujourd'hui et Hillary Clinton ne serait pas secrétaire d'État. Et pourquoi ils ont lancé cette loi? C'était un écran de fumée pour dire, bon, nous intervenons humanitairement au Congo, nous voulons aider le gouvernement congolais à faire face aux viols, aux massacres et tout ça. Mais cette loi dit que le gouvernement congolais doit garantir la sécurité du Rwanda et de l'Ouganda, surtout face aux Interahamwe et FDLR, tout ça. Et quand Kunda a écouté ça, c'était comme de la musique dans ses oreilles. Il a lancé la guerre du CNDP. Parce que les Américains les soutiennent déjà, ils disent, ah, le Congo doit garantir la sécurité du Rwanda et de l'Ouganda. Alors Kunda dit, bon voilà, c'est la raison pour laquelle moi je lutte. Parce qu'au Congo, il n'y a personne qui peut garantir ça. Ce qui a conduit à la guerre du CNDP. Et alors la quatrième politique, c'est la politique sur la balkanisation. Ruth Feingold a déclaré sur les ondes de la RFI que la solution pour le Congo, c'est sa partition, c'est le changement de ses frontières. Et tous les officiels américains dont je connais, ils ont répété la même chanson. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. Alors ça a conduit à la guerre du M23. La guerre du M23. Quand les M23 ont équipé l'Est du Congo, ils n'exploitaient pas les minerais. Non. Ils voulaient se carver un territoire, se faire un territoire annexé soit au Rwanda, soit à l'Ouganda. Ils n'exploitaient pas les minerais. Ils voulaient d'abord se faire un territoire. C'est dans le cadre de cette politique-là. Et vous savez, les hommes du M23 portaient l'uniforme militaire américain, ce qui est contre la loi des États-Unis. Voilà la quatrième politique et donc qui a conduit à la guerre du M23. Pour résumer, je tire la conclusion suivante. Pourquoi tant de malheurs au Congo, tant de morts, tant de massacres, tant d'exploitation, tant de pauvreté? Parce que dans notre pays s'affrontent trois forces majeures. Nos anciennes puissances coloniales qui croient qu'ils ont encore un droit d'hiver au Congo par les seuls faits qui nous ont colonisés. Par exemple, quand nous avons signé les contrats avec les Chinois, infrastructures contre minerais, Karel de Guiche, alors ministre des Affaires étrangères belge, est allé jusqu'à Beijing, poser la question au gouvernement chinois, disant « Montrez-moi les contrats que vous avez signés avec le Congo de Léopold II. » Bon, les Chinois lui ont dit « Bon, comment est-ce que vous êtes ministre des Affaires étrangères de la Belgique ou du Congo? Est-ce que le Congo est encore le Congo de Léopold II ou le Congo est indépendant depuis le 30 juin 1960 ?» Voilà. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est-à-dire quoi? Ce que j'appelle la loi de la dispossession. Nos anciennes puissances coloniales croient qu'ils doivent continuer de mettre la même mise sur nos ressources, notre patrimoine. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas ça, les usines en Europe seront fermées en une semaine, sans l'Afrique. Voilà parce que la France s'accroche à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens payent la facture électricité, eau, l'argent va directement en France. Toutes les compagnies contrôlent toute l'économie ivoirienne. Voilà pourquoi la France s'accroche, parce que sans l'Afrique, comme Mitterrand lui-même l'a reconnu, la France serait au XXe siècle au rang d'un pays
du tiers-monde, occupera la position d'un pays du tiers-monde. Ils le disent, ils les reconnaissent eux-mêmes. Alors, la troisième force majeure, c'est ça. Ce sont les pays émergents, la Chine et les autres, qui émergent et qui disent, bon, nous venons ici avec les principes gagnant-gagnant. Je suis d'accord avec ça, mais j'ai aussi toujours dit que les principes gagnant-gagnant n'excluent pas le fait que moi, nous, peuple congolais, nous demeurons encore les propriétaires numéro 1 de notre patrimoine. Gagnant-gagnant, c'est-à-dire quoi? Merci, vous m'apportez la technologie, moi je te donne ce que tu veux. Mais je peux décider de te donner un quart, 3 quarts, moitié ou 4 quarts. La prérogative me revient toujours. Alors, attention avec gagnant-gagnant, ça pourrait aussi être un piège dans l'avenir. Mais en tout cas, pour le moment, gagnant-gagnant, c'est le moindre mal. Et alors dans ces cas-là, vous voyez ces trois forces qui s'affrontent au Congo, en Afrique, et qui créent cette instabilité-là. Partout où la Chine investit, par exemple en Libye, pourquoi Kadhafi a été renversé, assassiné? Parce que la Chine a investi là beaucoup d'argent. La guerre au Congo, parce qu'il croyait que, bon, comme Kabila a suivi sa formation en Chine, il est pro-chinois, nous allons perdre. En Centrafrique, la même chose. La Chine a signé des contrats d'uranium. C'est pourquoi Bozizé a eu des problèmes. Au Mali, la même chose. Et donc, vous voyez que ces trois forces majeures s'affrontent au Congo. La Belgique et les produits congolais. La Belgique n'existait pas. Depuis 1830, c'était juste une terre d'intersection, un territoire tampon entre les grandes puissances qui étaient à la fois la Prusse, la France et la Hollande, y compris l'Espagne. Et au milieu, il y avait la petite Belgique pour faire tampon. Il fallait structurer ça. Les grandes puissances d'époque devaient structurer ça pour faire en sorte que ça soit les lieux des rencontres, des discussions. Simplement, il fallait lui conférer un statut en 1830. Voyez-vous, et c'est pour ça que on n'a pas des rois de Belgique, on a les rois des Belges, pas de la Belgique. Parce que là, il faut la possession de la terre. Lorsque on doit être roi, il faut être le roi de la terre d'abord et des hommes après. Okay. Et ici, il n'y a pas des rois de la terre. C'est cette particularité, il faut retenir ça. Puisque il y a un autre concept que je mets à la disposition de tous, l'éloge de la mendicité. La RDC, j'entends les professeurs d'université, certains d'entre eux, avoir l'outrecuidance et l'incompréhensible oubli de dire, oui, nous êtes dans ceci, nous êtes dans cela et tout ça, mais vous ne pouvez pas dire ça. Lorsque vous connaissez les prémices de la situation, vous ne pouvez pas dire ça. Voilà que, monsieur maintenant, les plus grands criminels de tous les temps se trouvent réagardis par la possibilité de renflouer les caisses, de construire la Belgique. Les édifices solides de la Belgique, quels sont à la fois tous les palais, qu'on s'appelle les palais royaux, les palais de la justice, tous les édifices de la Belgique sont organisés, structurés, fondés par Léopold II sur base du Congo. Le Congo fournit tout pour qu'on puisse élever un pays qui s'appelle la Belgique. J'ai du mal lorsque j'entends, ou j'ai mal à mon pays, à ma nation, aux mains coupées et au reste, lorsque j'entends si la Belgique n'était pas là, nous faisons cesser tout ça, non. La Belgique est là parce que la RDC a existé. La Belgique est là parce qu'il y a eu un criminel qui a pillé la RDC au prix du sang. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. En 6 ans,
les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335 livres. Mais le roi a un appétit d'ogre, insatiable. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Alors, sur la question que certains disent, c'est Léopold II qui est venu tout seul, etc. Beaucoup de gens admirent Bruxelles aujourd'hui, mais lorsque la Belgique naît comme État en 1830, la Belgique, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Les grandes banques en Belgique à l'époque sont des banques françaises, des banques allemandes, des banques hollandaises. La Belgique est un pauvre pays de mines de charbon. Les mines de charbon, c'est la ressource la plus banale en Europe. C'est donc à partir de la conquête du Congo que l'argent commence à effluer, d'ailleurs les collègues de Léopold II, ses partenaires, c'est tous des grands banquiers qui ont joué un rôle important. L'ULB que je citais tout à l'heure a été construit par des hommes nombreux qui se sont enrichis au Congo et dont les noms sont encore sur les murs de l'édifice. Donc c'est clair, la Belgique n'a pas créé le Congo. On pourrait dire que c'est le Congo qui a fait de la Belgique ce qu'elle est aujourd'hui pour les Belges et pour les autres. On va revenir au parti de 1908 et jusqu'à l'indépendance. Maître Manzolo, je reviens à vous. Prof, le professeur Elika l'a si bien dit, que c'est pratiquement le Congo qui a créé la Belgique. Et dans le concert des nations aujourd'hui, la Belgique, surtout Bruxelles, contient beaucoup d'organisations, les sièges de beaucoup d'organisations. C'est pas pour rien parce que la Belgique a eu amassé beaucoup d'argent ici en RDC, ce qui lui donne la force aujourd'hui. Pouvez-nous démontrer un peu comment la Belgique a été enrichie par les richesses congolaises pendant cette période? Mais merci beaucoup. Et après, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que en géopolitique comme en géoéconomie, il y a ce qu'on appelle les vertiges géopolitiques des États. C'est notamment ce que ces États détiennent comme richesse. Et comme les patriarches était en train de le dire de manière magistrale, c'est que à son indépendance, la Belgique n'avait pas grand-chose. Donc, ces fameux Léopold II lancent cette supercherie. Tous les pays sont d'accord, sauf les États-Unis qui sont un peu réticentes, et particulièrement la Hollande, qui est totalement réticente. Pourquoi? Parce que là, on ne voit pas par quel mécanisme Léopold II, sans moyens financiers, ils sont pauvres, ils n'ont pas de moyens. La Belgique est une terre qui n'a rien, qui vient d'être formalisée plus ou moins une trentaine d'années avant, ou une cinquantaine d'années avant, et qui n'a pas encore les moyens structurels, financiers, pour pouvoir se permettre d'expédition, de l'organisation d'une terre qui serait une plateforme internationale pour les activités commerciales du monde. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce sont ces banquiers qu'évoquaient les patriarches qui ont à un certain moment soutenu l'action de Léopold II chez nous, surtout avec l'essor du caoutchouc. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque les Léopold II, comme tu ne veux pas qu'on parle encore de la Belgique, mais parce que ça se chevauche, oui, étaient maîtres du Congo, la grande richesse, la grande ressource naturelle, c'était le caoutchouc. Et ils avaient créé un modèle économique qui nous colle à la peau jusqu'à ce jour. Et ce modèle économique extraverti était conçu à dessein. Parce que la production congolaise n'était pas destinée à sa population, elle devait être tout de suite évacuée vers la Belgique. C'est ce qui fait que lorsque il y a eu cet apogée dans la production du caoutchouc, il y a eu beaucoup d'activités qui s'étaient créées en Belgique. Parce que comme vous le savez, en économie, lorsque vous investissez dans un secteur porteur, il y a des effets propagateurs qui vont s'en suivre.
Les effets d'entraînement. C'est notamment la création de nouveaux emplois. Ces emplois sont accompagnés d'une nouvelle réduction des salaires. La nouvelle réduction des salaires va doper la demande globale et ça va susciter la croissance de la Belgique. Donc, les gens doivent le savoir que si nous ne pouvons pas dire que c'est la RDC qui a créé la Belgique, mais nous pouvons dire que c'est la RDC qui a fait de la Belgique ce qu'elle est aujourd'hui. C'est parce que c'est grâce à ses richesses qu'elle a réussi tout de suite à se remettre debout, et cela va encore être appuyé davantage avec la découverte minière. Là, nous sommes en 1896, lorsque Cormet, travaillant pour le compte de Tanganyika Concession, va découvrir que, au-delà du caoutchouc, on avait un potentiel humain immense, qui est d'ailleurs aujourd'hui évalué à 24 000 milliards de dollars. C'est de cette découverte que va naître en 1806 ce qu'on appelait l'Union minière du Haut-Katanga. Et vous aurez remarqué, parce que les gens ne comprennent pas, la suite qu'il y a eu dans cette logique économique, c'est que il y a d'abord, on découvre d'abord les minéraux, et après on va s'occuper de créer les chemins de fer, mais en réalité c'était des voies d'évacuation de nos richesses vers l'étranger. Donc sur les plans économiques, la RDC a beaucoup fait pour la Belgique. Évidemment, là, je voudrais rester dans la logique économique. Comme vous le savez, les grilles de réflexion en économie ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise en théologie. En fait, l'homo economicus a une seule motivation, c'est de maximiser les profits et de minimiser les coûts. Donc, ils étaient dans cette logique-là, tout pour eux et rien pour les Congolais. Et tu as fait encore de relever quelque chose de cette ville d'Hoboken aujourd'hui, qui ne représente pas grand-chose, depuis qu'il y a eu des problèmes dans la production qui préfèrent et que le marché a changé de configuration, parce qu'aujourd'hui, ce marché est contrôlé essentiellement par la Chine. Il faut dire que la ville d'Hoboken dépendait de cuivre. Parce que c'est là qu'on faisait la transformation de ce cuivre. Donc, en réalité, les modèles, c'est pourquoi même notre gouvernement doit se réveiller pour changer ce modèle économique. C'est pas pour les modèles économiques qui nous a été laissés par les Belges obéissaient à une logique impérialiste. C'est-à-dire qu'il fallait tout transférer vers la Belgique et ne rien laisser au Congo. C'est ainsi que, au-delà de la contribution au PIB belge, rien qu'avec la production, j'ai parlé des effets propagateurs. Et les patriarches s'en souviendront bien dans le cadre de la convention Tchombe-Spak, c'est que les Congos indépendants réclamaient qu'on puisse retourner les sièges sociaux de toutes les grandes entreprises congolaises qui étaient installées en Belgique. En fait, quelle a été la conséquence de garder des sièges en Belgique, tout en laissant les services opérationnels au Congo? C'est que même sur le plan de la fiscalité, les impôts devaient être payés au niveau de la Belgique. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, la Belgique, c'est parmi les rares États dont les autoroutes sont éclairées pendant la nuit. Et je pense que les Belges, ils devaient en tenir compte dans le devenir de nos relations et savoir que quand aujourd'hui les Congolais vont en Belgique, ce n'est pas tellement parce que tout le monde va là-bas pour voler, mais en fait, nous sommes en quête de cette reconnaissance et de cette compensation qui doit se faire bien sûr par les schémas structurés davantage. Ce que la population ou ce que ceux qui vont nous suivre peuvent retenir, c'est que sur le plan économique, c'est notre caoutchouc, ce sont nos ivoires, ce sont nos minerais qui ont fait qu'aujourd'hui, la Belgique a pu représenter quelque chose. Mais un petit rectificatif par rapport à la foultitude ou bien à la flopée des institutions européennes au niveau de la Belgique, ce n'est pas parce qu'ils s'étaient enrichis chez nous. C'est en fait, on est en train de trouver des mécanismes de compensation. Parce que depuis que nous sommes devenus indépendants, ils ne peuvent plus prendre comme par le passé. Et la Belgique est parmi les pays de l'Union européenne qui ont beaucoup de difficultés économiques. Il fallait créer ces institutions-là pour soutenir dans une certaine mesure
leur économie, parce que vous savez que lorsque vous hébergez presque toutes les institutions de l'Union européenne, il y a des réunions qui s'y tiennent. Ces réunions sont accompagnées par des visites intenses. Ces visiteurs occupent les chambres d'hôtel. Ces visiteurs consomment en Belgique. Et c'est un mécanisme qui a été mis en place pour permettre à la Belgique de se rapprocher d'autres États qui sont de l'Union européenne. Mais en réalité, pour les Belges qui ne le savent pas, ils doivent le savoir que le Congo a beaucoup fait pour la Belgique. Il y a également une historienne, Mandino, elle est aussi belge, qui a dit « Le Congo a enrichi la Belgique au point de lui donner un statut diplomatique et le poids sur la scène internationale. » Comment analysez-vous cette pression de la communauté internationale sur la RDC? Oh, nous avons très bien compris d'où elle vient. Nous l'avons bien située en Belgique. Ça a pris corps depuis le jour où le président Joseph Kabila a décidé de décoloniser nos structures économiques. En fait, c'est ça le problème. Nous avons décidé d'avoir des relations de partenariat économique avec des partenaires autres que ceux qui nous avaient colonisés, c'est-à-dire les Belges, l'Europe occidentale, et nous sommes allés vers la Chine. Souvenez-vous de la phrase d'un ancien ministre belge des Affaires étrangères. Ils ont osé donner notre Congo aux Chinotok. Et vous, vous êtes Congolais. Je ne comprends pas comment vous ne partagez pas notre révolte, notre ressentiment face à de telles phrases. Kabila a donné notre Congo aux Chinois. C'est le mot qui a été dit. Comme si c'était un bien propre. Comme si c'était leur bien propre. Je suis allé en Chine plusieurs fois. J'ai rencontré des collègues ministres chinois qui m'ont dit que souvent ils ont dû modifier l'ordre du jour des discussions qu'ils ont avec des partenaires belges qui vont là-bas chercher de l'argent et qui mettent dans l'ordre du jour, entre autres, après les questions bilatérales, les questions des contrats de la Chine avec la RDC. Et les Chinois disent, mais pourquoi la RDC? La RDC n'est pas là, nous parlons avec vous, pourquoi mettez-vous la RDC à l'ordre du jour? Et ils disent, ah, le monde entier sait que pour parler avec la RDC, il faut passer par la Belgique. Nous ne voulons plus de cela. C'est terminé. Il faut que nous nous libérions. Patrice Lumumba a été tué. Vous étiez bien jeune. Peut-être que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans ce pays, qui risque de se passer à nouveau si les générations que nous avons aujourd'hui développent la même inconscience, la même insouciance, la même inconséquence. On va éliminer tous ceux qui peuvent défendre les intérêts de ce pays parce que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Et dans la défense de leurs intérêts, eux, ils veulent devenir les intermédiaires entre le Congo et tout pays du monde entier. Et le malheur pour nous, c'est d'avoir décidé de traiter avec différents partenaires sans passer par eux. C'est comme des commissionnaires. J'ai une maison à faire louer, j'ai une maison à faire vendre, je peux m'adresser à un acheteur ou à un locataire directement. Ça me coûte moins cher, tout comme je peux m'adresser à un commissionnaire. Ça me coûte plus cher parce qu'il faut désintéresser le commissionnaire, lui donner un pourcentage. La Belgique veut jouer ce rôle de commissionnaire. Nous ne voulons pas. Voilà tout. Et eux nous punissent pour cela. C'est ainsi qu'ils jouent de leur présence dans les instances de l'Union européenne. Ils jouent de la naïveté de certains d'entre nous, certaines ONG, parce qu'on a vu des ONG congolaises à Genève. On a vu même un évêque catholique à Genève pour faire campagne, pour qu'on puisse envoyer une enquête parallèle ici. Je suis content qu'ils aient échoué, parce que la République démocratique du Congo a réussi à démontrer qu'elle avait la solidarité de tous les autres États du tiers-monde, pas seulement des États africains, mais tous les États, même d'Amérique du Sud, ont soutenu la position que le Congo étant indépendant, on ne pouvait pas le traiter comme on pouvait le traiter avant le 30 juin 1960. Parce que je vais vous dire une chose. J'ai eu, et ça c'est une confidence, j'ai eu un entretien sérieux avec un ambassadeur d'un pays européen de la place, je ne citerai pas son nom ou son pays par courtoisie. Il m'a dit, nous ne voulons pas d'une autre Chine en Afrique. Comprenez donc par là que, avec les potentialités que regorge la RDC, les richesses que nous avons, et une population aussi dynamique que la population congolaise, je vous assure qu'en 5 ans, si nous sommes libres de nos choix économiques, politiques et sécuritaires, je vous assure que nous serons la Chine d'Afrique.
Et justement, c'est ce que les gens ne veulent pas. Donc la RDC, après la découverte de Dunlop, du caoutchouc en Indonésie, et finalement, on a trouvé que la meilleure qualité était au Congo, sous Léopold II, et qu'on a fait une exploitation massive, excessive, qui a coûté un génocide à ce pays, commis par la Belgique et son roi, Léopold II. À cette époque, nous étions les centres du monde déjà. Cette centralité était applicable. C'est le point de départ de la RDC que nous avons été, vous et moi. C'est ça. C'est ces massacres-là, ces génocides qui est l'origine de la congolité. Première centralité. Deuxième centralité, la fin de la guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale. S'arrête avec les 2 bombes de Nagasaki et Hiroshima. Et l'uranium, très riche déjà au départ, non enrichi mais très riche au départ, qu'on récupère, il est congolais. C'est-à-dire que le Congo produit une matière qui est au cœur de la modification des enjeux internationaux pour très très longtemps. Jusqu'aujourd'hui. Aucune autre bombe nucléaire n'a été lancée sur un peuple depuis cette bombe-là, dont les matières premières avaient été tirées de la RDC. Deuxième centralité. Troisième centralité, c'est à l'issue de ce qui s'est passé dans la partie Est avec un paquet de millions de morts dont l'essentiel des produits est versé dans nos portables aujourd'hui, à savoir le coltan, le lithium, les cobaltes. La RDC met à la disposition, donc détient quasiment 80% du potentiel du cobalt qui permet la transition énergétique sur la planète. Nous allons quitter les carburants fossiles, c'est-à-dire les pétroles et tout ça, et la France, ce n'est pas pour rien qu'elle est intervenue dans les affaires congolaises au terme des élections à donner un avis, c'est parce que simplement la France, par exemple, arrête avec les diesels en 2023, donc dans 5 ans. Pour les voitures électriques. Pour les voitures électriques, elle est le seul producteur au monde du cobalt de la meilleure qualité, de la première qualité de la planète, c'est la RDC. Donc la RDC va remplacer tous les pays producteurs du pétrole sur la planète. Donc la centralité qui est celle-là. Bon, maintenant, de cette révolte métaphysique associée à cette centralité qui doit placer normalement la RDC au centre de l'orbite du monde. Mais tout à fait, c'est-à-dire que lorsque un enfant congolais ou un Congolais de base est au courant de tout ce que je viens de dire ici, et qu'il a lu, qu'il a compris, il réfléchit autrement. Il est complètement dans un autre monde. Il dit, ah oui, mais maintenant je comprends. Pourquoi tous ces gens sont intéressés tellement à la RDC, viennent faire la guerre ici, massacrent la population, soutiennent X par rapport à Y. Ah oui, donc c'est ça. Ce qui fait que ces jeunes hommes ou cette jeune fille aura une réaction des révoltes métaphysiques. La raison l'emporte sur les sentiments. Parce que les sentiments qu'il avait au départ, juste d'injustice, ne suffisaient pas. Ces sentiments, dorénavant, seront accompagnés des outils scientifiques, des réflexions qui couvrent ou qui conduisent ou qui l'amènent, qui structurent ces sentiments-là. Il aurait fallu que dès la maternelle, qu'on ait débuté à apprendre à chaque enfant que dans son sang ou dans son dispositif génétique, il y a une douleur tirée de la souffrance de ses ancêtres pour cet état. Et instaurer le négationnisme de l'époque léopoldienne comme étant un crime pour toute personne qui oserait faire entrer dans les affaires internes un renégat ou un mercenaire, et notamment quelqu'un venu de l'espace européen, et en particulier la Belgique. Alors là, la sentence est encore plus grande. Si jamais on avait appris ça, dès le bas âge, on se comportait autrement. Nous-mêmes Congolais, Lumumba l'a dit, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais.